Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité avec ce soir Rav Cohn, Rav Kremezi comme chaque semaine et un thème extrêmement polémique, à savoir est-ce que l'on peut raisonnablement marier les études Chol, les études profanes, avec les études saintes, les études Kodesh. Alors en Israël, dans le monde orthodoxe, le problème a été tranché, on va dire de façon lapidaire, d'accord ? C'est-à-dire que le seul Chol qu'on donne finalement aux enfants jusqu'à l'âge de 13 ans, 13 ans et demi, 14 ans, c'est les mathématiques. Et en face, le modèle à la Aix-les-Bains, d'accord, puisque avec Rav Cohn, on a ce modèle par excellence, Kollel de Poniovitch d'un côté, et il sort du Kollel pour aller donner son cours à la faculté, professeur de lettres à Bar-Ilan pendant près de 40 ans. Et derrière Rav Kremezi, qui lui est plutôt justement immergé dans ce système plus du monde orthodoxe américain, qui ne voit pas nécessairement de problème, et voire même un certain enrichissement à mêler Chol et Kodesh. C'est le thème de ce soir. Rabotai, merci d'avance pour vos contributions. Rav Cohn, la première question de ce soir, comment justement précisément définir cette frontière entre sciences profanes et études religieuses ? Par exemple, un exemple très classique, l'étude des religions. Est-ce que l'étude des religions, vous le classez en profane ? Est-ce que vous le classez en Kodesh ? Je voudrais m'inscrire en faux contre la façon dont vous posez la question. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on parle de sciences profanes, d'études profanes, il faut savoir faire la distinction entre ce qui s'appelle par exemple à savoir plus de connaissances scientifiques, avoir plus de connaissances mathématiques, connaître mieux les langues, des langues étrangères. Il est évident qu'il n'y a aucun problème à ce niveau. Le problème, c'est que lorsqu'il s'agit de questions idéologiques, par exemple, on a donné l'étude des religions. C'est pas nécessairement, on peut savoir qu'il y a d'autres religions, mais c'est pas ça. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème se situe à un autre niveau, au niveau de l'étude de la Torah. C'est-à-dire dans quelle mesure l'étude de la Torah est-elle limitée par ces études-là. C'est-à-dire que quelqu'un si on veut former quelqu'un uniquement dans la Torah, c'est-à-dire qu'il devienne un gadolador, qu'il devienne un grand Talmid Chacham, alors il est évident qu'il faut tout simplement réduire le cadre de ces études. Mais il ne s'agit pas du tout ici d'un problème idéologique. Idéologique, c'est vrai, ne pas lire les romans, les Chachamim nous disent, Sifrei Cheshek, etc. Il y a la littérature, si on prend les pièces de théâtre Racine, les lettres Voltaire, etc., Victor Hugo, tout cela, bien sûr, ça donne l'impression que ça n'a pas tellement d'utilité. Donc ça veut dire que concrètement, la scission, en tout cas la définition, l'encadrement de ce que vous appelez une science profane, qui serait à mettre de côté, c'est les sciences qui peuvent toucher à mon nefesh, à ma neshama, qui peuvent m'influencer. Ce serait ça ? Oui, je suis assez d'accord avec vous. Et il faut savoir exactement ce qui pourrait faire du tort à l'étude de la Torah. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais les sciences, par exemple, mathématiques, etc., il n'y a pas de raison. Je parle de mathématiques, je dis de savoir la physique. Et puis, de toute façon, à l'intérieur de l'étude de la Torah, on a de très nombreux exemples de connaissances scientifiques qui sont très profondes. Et si on veut, on peut citer le Chazon Ish, peut-être pas tout le monde est le gadolador. Chazon Ish, il connaissait par exemple parfaitement le corps de l'homme, qui a écrit un livre dans lequel il parle en détail des différents éléments du corps, de comment fonctionne le corps, etc. Alors, à ce niveau-là, il n'est pas défendu de connaître. Pas tout le monde peut arriver à ces connaissances, mais enfin, le problème n'est pas à ce niveau-là. Rav Israël Meir Kremezi, toujours depuis Montréal, toujours Rosh Yeshiva de Bet Yosef, du kibbutz Bet Yosef Meir, toujours avec nous, tout au long de la semaine, tout au long de la journée, avec Torah Box, dans la ligne d'écoute, pour les questions Rav, notamment la nuit, au Hachem, puisque on explique que
Christophe Colomb a découvert l'Amérique justement pour que la Torah puisse continuer à être étudiée sans discontinuer, que ce soit plus facile pour les gens à porter ça. Eh bien, je vous demande justement, d'après vous, sur quoi repose la crainte de nos sages pour les études profanes? Et plus largement, si vous retenez cette définition d'études profanes ou études religieuses. D'abord, je voudrais faire voilà. Vous avez parlé de deux mondes différents, le monde israélien et le monde un peu Chutz La'aretz. D'abord, il faut savoir que même en Amérique, il y a aussi ces deux mondes. Dans le nord américain, nous avons le monde chassidique, qui est très tenté sur le monde Bnei Brak. Nous avons le monde plutôt lituanien, que même les yeshivot américaines, des très bonnes yeshivot, vont quand même faire du chol et à un certain niveau apprendre à lire, apprendre à écrire, français, maths, sciences, biologie, et je pourrais dire un peu plus que juste faire des maths à la façon israélienne. D'abord, il faut savoir qu'en Israël, tout le monde parle une langue. Donc tout le monde sait lire l'hébreu, donc on sait pouvoir fonctionner dans le pays en apprenant que l'hébreu et on pourrait apprendre que les mathématiques pour un besoin. Quand on est en Chutz La'aretz, on ne peut pas se débrouiller qu'avec de l'hébreu et qu'avec du yiddish. Donc nous avons un problème réel si on veut fonctionner en société. Vous voulez passer votre permis de conduire, vous voulez remplir un minimum de papiers quand vous êtes marié. Si vous ne parlez pas la langue du pays, ou le français, ou l'anglais, ou l'espagnol où vous êtes, vous avez un véritable problème. Donc d'abord, il faut savoir qu'il y a un besoin minimal, que ça, tout le monde est d'accord, même chez les ultra-orthodoxes, les chassidim, Satmar, Belz, Vijnitz, et j'en passe, d'apprendre jusqu'à un certain âge, apprendre un minimum de chol, qui est la nécessité pour pouvoir fonctionner en société. Et ça, c'est notre devoir. En gros, ce que vous dites, c'est que par définition, géographiquement, d'accord, eh bien, la nécessité de Chutz La'aretz, c'est-à-dire d'être en dehors d'Israël, c'est de pouvoir à minima se fondre dans le pays et donc de connaître sa culture, c'est ça principalement les études rôles, et fondamentalement de connaître la langue. Exactement. C'est pour ça que même le rabbi de Belz, chez les chassidim à Montréal, demande à tous les enfants de la chassidut de Belz d'apprendre un minimum de chol et pas seulement jusqu'à 13 ans. Ils vont même pousser ça jusqu'à l'âge de 16 ans à pouvoir, quand ils vont revenir à la yeshiva, avoir un minimum pour pouvoir fonctionner. Je voudrais juste rajouter une autre définition. La Gemara dans Masechet Kiddushin nous dit qu'il y a une obligation à nos enfants d'apprendre un métier. Donc, avant, on prenait un métier, on apprenait la plomberie, on apprendrait la cordonnerie, on a devenu certains métiers sans avoir l'obligation d'aller vers des études. Aujourd'hui, si vous voulez, dans les études profanes, si vous les appelez comme ça, nous avons deux genres d'études. Il y a des études pour pouvoir devenir et faire quelque chose. Vous voulez même travailler dans les mathématiques. Si vous n'avez pas un minimum… Juste, je vous coupe, Rav Kremezi, je vous coupe. Juste avant d'aborder ce thème-là, d'accord, je voudrais juste que si vous pouvez juste répondre à ma question sur, d'après vous, sur quoi repose la crainte de nos sages pour les études profanes? Parce que c'est très intéressant, d'après la définition que vous venez d'en faire. Ça veut dire que c'est certain que l'Admour de Belz, au Cheder de Belz, à Kiryat Belz, il ne permet pas du tout d'apprendre la biologie, etc. D'accord? Que le même Admour de Belz à Montréal, d'accord, il permet. Donc du coup, c'est très intéressant par rapport à cette crainte. En quoi finalement? Je dirais même que l'Admour de Belz, c'est les chassidim de Belz à Montréal, sont pratiquement les enfants ultra-orthodoxes qui font le plus de chol que tous les autres chassidiotes. Ça veut dire, je ne sais pas comment ça marche en Israël, mais à Montréal, il est cité en exemple par beaucoup de Sfaradim, Ashkenazim et Litaïm, en disant que c'est lui qui a pris cette position de pousser les enfants, même après la bar mitzvah, jusqu'à l'âge de 16 ans, à faire des maths, des sciences, et de faire un peu plus que ce que vous faites. Donc déjà, on voit que le pays oblige un petit peu à faire certaines choses. Mais je voudrais répondre à votre question sur la définition. Je pense qu'il y a deux études. Il y a l'étude pour apprendre un métier et il y a l'étude pour pouvoir étudier et connaître. Je pense que quand on parle par exemple du Kherem du Roche qui a doigt de ne pas fréquenter les universités, de ne pas faire des études chol, à savoir on parle d'études pour études. Mais quand on parle pour apprendre un métier, il n'y a aucun chazal qui interdit un père d'enseigner à son fils quelque chose pour lui apprendre un métier. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, on apprenait les métiers différemment qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez à l'écoute, par exemple, où il y a des avrichim qui étudient 3, 4, 5 ans,
mais après ils devoir supporter leurs familles qui sont grandissantes, Baruch Hashem, et garder 50 000 avrichim, c'est juste pas possible. Comme le Rav a dit, on peut pas supporter 50 000 avrichim et pas tout le monde va sortir un gadolador. Donc on fait des cours du soir où ils ont comme des universités et des cours universitaires Alpi Torah, Alpi Tara, que des garçons seuls, que des ficelles, et ils vont faire des études. Et ils vont véritablement se concentrer pour apprendre le métier qu'ils ont besoin, et vont passer les équivalences au bac qu'ils ont raté durant leur primaire et leur secondaire, pour pouvoir arriver à ce qu'ils ont besoin. Alors après-midi, je sens que le Rav Cohn est en train de bouillir de mon côté, à ma droite. Allez-y. Non, je voulais simplement dire, expliquer qu'on est tout à fait en accord avec le Rav Kremezi, que le problème que vous posez n'est pas un problème idéologique, c'est un problème sociologique. C'est-à-dire dans quelle société on se trouve. Si on se trouve en Israël ou en Europe, par exemple, l'exemple le plus fort, c'est l'exemple d'Aix-les-Bains, dans lequel on a fait du Limud Echol en accord avec Alec Ador. Donc en vérité, on apparaîtrait par rapport à Eretz Israël, on dirait que le yeshiva d'Aix-les-Bains est une yeshiva tichronite. Ça semble apparent. Une yeshiva tichronite, c'est-à-dire tichronite, c'est-à-dire une yeshiva secondaire. Qui passe le lycée, qui passe le bac. Où il passe le bac. Alors donc c'est pour ça que je pense. Et alors comment vous l'avez justifié à l'époque? Comment les Gdolim ont justifié Aix-les-Bains et comment le bac à Aix-les-Bains? Parce que c'était exactement la raison que je viens de vous dire. Le problème sociologique, la société française exige cela. Il faut avoir le bac. Si on n'a pas le bac, alors on n'est rien du tout. Donc le Rav Reikin, qui a construit la yeshiva au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il a éprouvé le besoin, il était en accord avec les Gdolim. Je sais qu'il a parlé avec le Rav de Brisk, etc. Je sais personnellement. En fait, finalement, il y avait que le Rav Reikin qui n'avait pas le bac à Aix-les-Bains, quoi. En tous les cas, le Rav Reikin lui-même, il a orienté jusqu'à une certaine limite. Mais c'est pour ça que je dis que le problème est moins idéologique que sociologique. Mais idéologique, alors il y a des choses qu'il ne faut pas étudier, qui sont mauvaises à étudier, il y a des choses qui sont nécessaires. Alors là, il y a évidemment le problème d'avoir un métier, etc. Ça c'est très important. Mais à ce niveau-là, si vous voulez, c'est un problème idéologique. Par exemple, c'est que le Rav Hirsch en Allemagne, au XIXe siècle, a éprouvé le besoin d'ouvrir une école qui s'appelle l'école avec le Torah des Recheretz, qui continue d'ailleurs en Amérique. On a plus ou moins ça en Amérique, à Washington Heights, n'est-ce pas? Je pense que le Rav Kremezi doit savoir ça mieux que moi. À Washington Heights, on continue un peu dans cette même direction, c'est-à-dire c'est la direction, en vérité, du Rav Hirsch. Mais une chose est certaine, si on veut vraiment arriver à un niveau de Gadlut Torah, alors il faut une exclusivité, au moins à partir d'un certain âge, dans l'étude de la Torah. À partir d'un certain âge ou jusqu'à un certain âge? Non, c'est-à-dire jusqu'à un certain âge, on peut connaître des choses extérieures, mais à partir d'un certain âge, on peut s'approfondir dans l'étude de la Torah. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que vous voulez dire. Très bien. Alors justement, Rav Kremezi, je vous ai un peu coupé l'herbe sous le pied tout à l'heure. Du coup, vous étiez en train de nous rapporter Kiddushin et le fait qu'un père se doit d'apprendre un métier à ses enfants et que par définition aujourd'hui la typologie des métiers ayant énormément changé, d'accord, et a fortiori en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, eh bien fondamentalement les diplômes, d'accord, ou en tout cas la complexification des études pour atteindre un métier font qu'on est obligé d'apprendre du profane. Alors maintenant, justement, c'est ça mon point, c'est que je vous laisse continuer là-dessus, mais peut-être d'analyser la place des diplômes dans cet antagonisme. D'abord, je voudrais juste dire que nous avons une différence fondamentale entre l'Europe et l'Amérique du Nord sur ce genre de diplôme. Ça veut dire qu'en France, par exemple, quand on passe un minimum de diplôme de quoi que ce soit, on nous oblige à avoir une certaine culture générale qui est très variée, où on nous oblige, par exemple, si vous voulez même devenir plombier, on va vous faire de la philosophie. En quoi la philosophie va vous aider dans votre plomberie? En rien. C'est juste pour vous faire passer du temps parce que le gouvernement a décidé que vous devez apprendre un certain nombre d'heures pour devenir à l'école pendant X temps. Donc on fait faire des sujets qui n'ont rien à voir. À l'inverse. Attention, Rav Kremezi. Rav Kremezi, vous attaquez l'Algérien que je suis. Et vous savez que fondamentalement, la France forme des citoyens.
des républicains et il y a un package. Et que le plombier, on doit lui apprendre à réfléchir. On doit lui apprendre fondamentalement le roman de Victor Hugo et comprendre comment il a cassé le roman. On doit lui apprendre comment finalement derrière lui donner des outils de philosophie de réflexion. Et effectivement, dans le système américain qui est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus spécialisé, eh bien on va dire, écoutez monsieur, vous voulez apprendre l'électricité, on ne va pas vous raconter comment finalement, on ne va pas vous raconter les lumières, d'accord, la philosophie des lumières pour vous amener à l'électricité. On va vous amener directement à l'électricité. Alors ça, effectivement, c'est un point clé. Effectivement, c'est un point clé. Maintenant, attention, il y a aussi, alors peut-être que c'est plus insidieux et ça nous rappelle un peu parmi les premières émissions qu'on avait faites sur l'idée est-ce que la République… Exactement. Avec le allez, parce que ça, je sais que c'est un sujet qui vous plaît. Non, alors, donc il faut savoir que déjà, à partir du moment où on peut avoir une spécialisation sans passer par énormément de choses à côté, c'est déjà beaucoup plus facile de permettre et de même pousser à certains moments, même des Avrichim, même des Bnei Torah, à avoir un métier. Vous pouvez avoir, en Amérique du Nord en tout cas, par exemple, des Talmidei Chachamim, des gens qu'ils peuvent être choqués, vélomèdes, mamash pendant des dizaines d'heures par jour, mais qui vont être aussi un expert comptable. Ce qui est quasiment impossible d'avoir en France. D'être un homme qui va étudier au collège et que le soir, il va faire ses études d'expert comptable. Je ne pense pas qu'en France, on pourrait être au collège la journée, être expert comptable le soir. En Amérique, non seulement c'est possible, mais ça se fait littéralement, où des gens vont étudier 2 sdarim par jour. Quand ils vont voir que la parnassa va devenir difficile, ils vont entrer dans un cours du soir qu'avec des Bnei Torah, avec une université reconnue, ils vont devenir comptables ou experts comptables. Et on va leur apprendre le strict minimum. Donc on revient à la notion sociologique de Rav Cohn. Oui, c'est exactement. Le problème est un problème sociologique, non pas idéologique. Il ne s'agit pas ici d'une idéologie, mais il s'agit d'une société. C'est la société qui exige ça. Il ne s'agit pas d'idéologique. Bon, le problème qui a été posé ici, c'est plutôt un problème idéologique, c'est-à-dire dans quelle mesure il peut y avoir une certaine contradiction entre les études de Torah et les études étrangères. Alors là, je vous coupe parce que je ne vous rejoins pas. Autant sur la différence, enfin, autant si vous voulez sur l'illustration de Rav Kremezi sur les États-Unis, c'est tout à fait sociologique. Oui. Autant finalement le système israélien qui noircit et qui finalement impose il y a une pression sociale telle qu'il ne faut absolument jamais sortir du cheder, continuer au collège, continuer, etc., etc. Pour moi, on est dans plus que du sociologique. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne pense pas que ce soit l'analyse de la société, mais plutôt vraiment un drapeau de porter le hall de la Torah, etc., contre le monde laïque, parce que justement ce monde, parce que Eretz, la Gdusha, la sainteté d'Eretz Israël a besoin de ça. Mais là, c'est plus de la sociologie. Si, c'est de l'idéologie, ça. Non, c'est un problème de société. L'idéologie, il ne s'agit pas ici d'une idéologie, c'est parce que la société israélienne est ainsi construite. C'est pas du tout, bon, si vous voulez, d'une certaine façon, l'idéologie de... On ne peut pas, on a aussi besoin d'avoir un métier. Hein. Il n'y a pas des comptables, il n'y a pas des, etc. C'est pas possible. Il faut avoir aussi un métier en Eretz Israël. C'est pas ça le problème. À mon avis, c'est dans quelle mesure les études profanes trop prolongées peuvent faire du tort. Ce qui n'est pas le cas en Amérique et en Israël, on le craint. D'autant plus qu'en Pourquoi Israël, on le craint ? C'est ça la question. Comment ? On est capable, comme en Israël, pour le coup, en Israël, c'est très spécialisant aussi. On n'est pas du tout. Donc du coup, on n'aurait pas vraiment ce problème. C'est-à-dire qu'on est capable, et certains le font, mais c'est très mal vu, mais on est capable, en 2 heures par soir, de devenir expert comptable en Israël, de devenir avocat. Il y a énormément de gens qui ont étudié un très très bon yeshivot, qui sont devenus dayan, et après qui sont devenus avocats, qui sont devenus... Il y en a énormément à Hebron, par exemple. Moi, par exemple, on connaît beaucoup d'avocats qui sont des anciens de Hebron, qui ont bifurqué parce que justement ils avaient des équivalences possibles, etc.
Vous comprenez ma question? C'est Oui, mais intéressant. là, il y a un Je autre trouve ça problème intéressant qui se pour nos pose. spectateurs parce que Oui, mais j'ai compris. Mais à ce moment-là, il y a un autre niveau, un autre problème qui se pose. Dans quelle mesure l'influence à l'université ne peut pas être une influence qui peut faire du tort? C'est-à-dire, à l'université, il peut apparaître que, comment dirais-je, les dirigeants de l'université sont tellement opposés aux études talmudiques, aux études de Torah, alors c'est à ce niveau-là qu'il y a aussi un danger, au niveau de la rencontre à l'université. alors, si c'est ça, je vous rejoins sur la sociologie. Mais si maintenant, on dit comme Rav Kremezi, que fondamentalement, on pourrait avoir des cours du soir, Begdusha ou Betara, comme il a dit tout à l'heure, à ce moment-là, on n'a plus de problème d'université. Parce que pour passer le concours d'expert comptable, qui est un concours libre, on n'a pas besoin d'aller à l'université. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est là que je vous dis que c'est plus fort que de la sociologie. Vous comprenez mon point? Youssef, Ouais. laissez-moi être pas très d'accord avec cette fois-ci avec le Rav Cohn. Et je pense qu'en Israël, vous avez un problème idéologique qui vous a apporté un problème sociologique. Et je vais vous expliquer. Dans le monde en Chutz La'aretz, la limite est très claire entre le juif et le non-juif. Il y a le blanc et le noir. Ils sont automatiquement bien séparés, à savoir, on va appeler ça le bien et le mal. Je suis un homme de Torah, je suis un homme qui fait Shabbat. La personne, mon voisin qui habite en face de moi, il ne met pas de kippa, il ne mange pas Shabbat, il ne fait rien, et c'est très facile à le distinguer. En Israël, vous avez un problème à la base qui a été, depuis la fondation de l'État d'Israël, à combien nous acceptons ce gouvernement israélien? Il y a une Médina qui s'est créée, et avec l'accord ou sans l'accord des rabbinim, à savoir à l'époque les marloktot entre les rabbinim de l'époque, aujourd'hui, tout le monde, ou pratiquement à part les Satmar, en font partie, mais tout le monde veut en faire partie le moins possible. Et à partir du moment où je m'intègre un peu plus que le minimum, alors je commence à avoir un problème de société, à savoir que j'accepte ce qui était et qui est et qui ne devrait pas peut-être, je ne sais pas, l'inacceptable. Donc déjà, on a un vrai problème à savoir. Je suis israélien, laissez-moi finir, je suis israélien, je vis en Israël. Non. C'est maintenant, est-ce que le moment où j'accepte le diplôme de l'État d'Israël, est-ce que je ne donne pas une certaine raison dans leur idéologie à eux d'avoir créé un État qui est peut-être pas l'accord de nos Chachamim? Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, il y a énormément de monde qui se sentent acceptés en pensant que quand ils vont faire partie d'un système, ils acceptent l'idéologie qu'on ne veut pas qu'ils acceptent, ce qui crée un problème de société que les voisins autour disent « Ah, il est devenu un Tsioni. Ah, il est devenu un Mizrahi. Ah, il est devenu un Mafdal. » À l'inverse de penser que nous sommes des individus, que nous devons vivre dans une société et que chacun de nous, il est son propre baromètre d'Irat Shamaim. Elle n'est pas donnée à personne d'autre. Comme dit le Rav Steinman, nous sommes les seuls, moi avec moi-même, et vous avec vous-même, et chacun de nous, à savoir dans quel niveau de Yirat Shamaim je suis. Et ça n'est pas ni la yeshiva, ni l'université, ni rien qui vous rend. Le Rav Steinman dit toujours... Rav Kremezi, on va laisser Rav Lionel Cohen réagir. Il disait que le Chazonish n'est pas sorti de Poniovitch. Le Chazonish est le Chazonish d'une petite ville en Europe, sans yeshiva. De lui-même, avec ses talmidim et ses rabbanim, qui était une ville infime, est sorti. Ça veut dire que je dois être capable de vivre ma vie et de pouvoir faire sans obligatoirement me sentir obligé. Rav Cohen. Mais je m'excuse, mais je ne vois pas ici l'essentiel dans un problème idéologique parce que tout le monde fait partie de l'État. Tout le monde paye ses impôts. On est à partir du moment où on reçoit un travail, ça peut être un travail d'enseignant, ça peut être un travail de comptabilité, toutes sortes de travaux, on appartient à l'État. Et je ne pense pas qu'il est possible d'échapper à cette relation avec l'État. Et je ne crois pas que le problème se situe au niveau absolument pas au niveau de l'État ou du sionisme. Le problème se situe à mes yeux au niveau du niveau de Torah, au sujet du niveau de Torah. Dans la mesure où une société veut être entièrement basée sur un niveau élevé de Torah, alors à ce moment-là, ils refusent les études profanes. Mais c'est juste un niveau de Torah et pas du tout
un refus, comment dirais-je, un refus de l'État d'Israël, etc. Je ne vois pas du tout le rapport entre cela avec cela. Et vraiment pas. En tout cas, moi, je suis extrêmement content de vous entendre sur ce point-là, puisque étant un produit, entre guillemets, de l'université israélienne, ayant enseigné pendant des années à l'université israélienne, et en même temps menant de l'autre côté, créant des neshamot, façonnant des neshamot juives qui vont devenir pour beaucoup femmes d'Avrer en sortant d'Ofakim, vous avez une grande légitimité de gens qui a vraiment navigué entre ces différents mondes. Donc en tout cas, de ce que je retiens de ce que vous avez dit, vous avez dit la faculté, rentrer en faculté, etc. Ça, nécessairement, Présente un danger. Ça présente un réel danger que vous connaissez visiblement de l'intérieur. Oui. Et d'un autre côté, vous dites que finalement, si on veut, et c'est pour ça que moi je vous dis que c'est idéologique, si on veut pousser une société basée entièrement sur la Torah, d'accord, à ce moment-là, par définition, il y a un moment où on est obligé de réfréner le profane, parce que malgré tout, il me tire pas vers le haut dans mon rapport avec Akadosh Baruch Hu. Je suis d'accord avec toi. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que finalement, parce que je sais que vous aimez bien l'histoire, est-ce que finalement, dans ce cadre-là du rapport au profane et au sacré, du Chol et du Kodesh, est-ce que quelque part, on n'est pas victime, d'accord, entre guillemets, des succès de la Haskalah qui ont justement jeté un peu l'opprobre sur les études profanes? Si vous voulez juste rappeler à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'était la Haskalah, comment ça a démarré. La Haskalah s'est développée au XVIIIe siècle. Ce qu'on a appelé ça, c'est l'époque des Lumières. Haskalah, c'est les Lumières. C'est à ce moment-là l'époque de Moshe Mendelssohn, c'est-à-dire qu'il fallait connaître aussi, être juif, mais connaître aussi tout ce qui se passe dehors. C'est pour ça que Mendelssohn avait traduit le Tanakh en allemand, et ce qu'on lui a reproché, parce qu'il était le premier. 100 ans après, lui, Rabbi Hirsch a aussi traduit ça en allemand, et on ne lui a pas reproché, parce que justement, lui, c'était à une époque où c'était nécessaire. Donc en vérité, ça rejoint le problème de la Haskalah. La Haskalah a pu aussi, dans la mesure où elle a pu avoir deux autres conséquences, c'était la réforme. On a essayé de changer la Torah, ou bien encore, ce qui était encore plus grave, l'assimilation. Si on sait ce qu'était le 19e siècle français, alors à ce moment-là, évidemment, il y a une chute très forte, une assimilation, vraiment un grand pas en France à la suite de Haskalah, c'est-à-dire de cette éducation qui était de s'assimiler le plus possible. C'est-à-dire qu'en réalité, la Haskalah a pu être dans une certaine mesure un danger. C'est un peu parallèle à ce qui s'est passé d'une certaine façon dans le christianisme au début du XVIe siècle. On sortait du Moyen-Âge. Alors à ce moment-là, on a voulu se débarrasser de l'influence chrétienne, de l'influence de la religion, surtout de la religion catholique. Alors le judaïsme, ils ont essayé de faire quelque chose de parallèle au XVIIIe siècle, comme je viens de le dire. Mais en fait, les noyaux forts de Torah n'ont jamais vraiment assimilé, n'ont jamais vraiment accepté. Et ça, c'était la force du Khatam Sofer en Hongrie, c'était la force du Rav Hirsch, c'est-à-dire de ceux qui ont essayé de contrer cette influence de la Haskalah. C'est-à-dire que la Haskalah peut être séduisante, c'est intéressant, mais il faut savoir combien elle nous éloigne de la foi en un créateur. Rav Kremezi, oui. Par rapport, pour revenir sur la complexification des métiers et les diplômes, d'accord, et les diplômes qui sont finalement aujourd'hui une vraie porte d'entrée, avec même plus que ça, dans certains métiers qui sont une composante obligatoire pour pouvoir exercer, d'accord. Est-ce que finalement, en réalité, le débat sur faire des études profanes ou pas, ça ne revient pas finalement à gagner bien sa vie ou pas? Je pense que le Rav Cohn a dit quelque chose de très intéressant sur la Haskalah,
qu'on a voulu égaliser les connaissances toraniques avec les connaissances profanes. Ça veut dire qu'au départ, je pense qu'il y a un débat à savoir quand on fait des études. Est-ce que l'étude, elle est un but ou un moyen? Ça veut dire que je pense que le Rav Cohn et moi-même, même si nous sommes dans les mots peut-être pas exactement d'accord, mais nous sommes d'accord une chose qui est sûre, c'est que faire des études pour faire des études, juste pour apprendre et amasser de la connaissance, ça c'est pratiquement de la haskala qu'on voudrait juste que les rabbins sont des docteurs philosophiques et qui ont aussi autant de connaissances dans le Talmud que de connaître sur Rav Kremezi, juste pour information, Rav Cohn est aussi docteur en philosophie. Donc si vous pouviez juste ne pas... Avec grand plaisir. Mais je pense que Rav Cohn, même s'il a fait, il a d'abord passé par la yeshiva et son but à lui est d'être un Talmid Chacham. Et c'est ça qu'il a fait. Ça veut dire, est-ce que les études qu'il a fait sont un moyen ou sont un but? D'abord, il faut qu'on se pose la question, pourquoi tu le fais? Est-ce que toi, tu cherches à apprendre ou bien toi, tu cherches à devenir un Ben Torah et que quand tu auras besoin de pouvoir travailler, aujourd'hui, il n'y a plus de plombier, aujourd'hui, il n'y a plus de cordonnier, aujourd'hui, on va chercher un réparateur en machine à laver, on te dit, ça coûte plus cher de réparer que d'acheter une nouvelle. Donc maintenant, on a un véritable problème de société. Donc, est-ce que d'abord l'étude, elle est le moyen ou l'étude, elle est le but? La Haskala, par définition, elle a voulu apprendre pour apprendre sans même arriver au but. Le Rav Sitruk disait toujours que le mot philosophie vient du mot philosophe, la bouche sans fin. Parler, parler, parler sans véritablement arriver à un véritable but quelque part. C'est juste débattre pour débattre, avec la définition du Rav Sitruk sur ça. Mais il en reste, c'est que je pense que quand quelqu'un a été établi à la yeshiva, au kollel, et que pour X et Y raison, il a besoin de ce diplôme pour pouvoir arriver à un but de nourrir sa famille. Donc même quand il fait ses études, il est dans l'étude pour pouvoir arriver à un but. C'est sûr qu'il faut se donner la chance d'être au kollel, d'étudier, d'apprendre. Personnellement, j'ai pas fait les grandes universités et je suis pas parti à la Sorbonne. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a donné d'autres façons de pouvoir vivre. Ça veut dire qu'il faut pas oublier que le Ika dans ce monde, c'est Torah Yirat Shamayim. Maintenant, différentes personnes ont un autre niveau de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent endurer pour la Torah. Certaines personnes, ils vont se suffire avec du pain et de l'eau et ils sont très heureux, ils posent pas de questions. D'autres, il leur faut du pain, de l'eau et du fromage. Alors, c'est un peu plus difficile. Celui qu'il lui faut 2 voitures, 2 maisons, 6 semaines de vacances à Miami et avec 14 téléphones et 18 ordinateurs, c'est sûr qu'il aura une tolérance à la difficulté beaucoup plus difficile. Alors, il lui faudra l'adapter. Et pour l'adapter, il faudra qu'il ait un métier. Et par rapport à ses besoins, il trouvera, est-ce qu'il va devenir travail minimal, au SIC, ou bien il va devoir docteur, avocat, plombier, Alors, chacun fera ce qu'il aura à voir. Merci Rav Kremezi. Rav Cohn qui nous vient de Bnei Brak, est-ce que finalement, parce que c'est très intéressant ce qu'a développé Rav Kremezi, est-ce que finalement l'équilibre entre études profanes et études saintes, une fois qu'on a évacué le fait qu'on faisait, enfin, une fois qu'on a bien compris que les études profanes n'étaient qu'un but, qui permettait d'avoir un diplôme et donc finalement d'avoir une rémunération. Donc, on a déjà mis de côté tous les autres trucs. C'est-à-dire que fondamentalement, études profanes égale diplôme égale salaire. D'accord ? Est-ce que finalement, on n'en revient pas à un débat qui serait de dire que cette dichotomie, ce conflit quelque part entre études profanes et études roll en Israël, il marque juste le curseur de ma tolérance à un faible niveau de confort matériel, justement pour étudier plus la Torah. Et donc en fait, on a bouclé la boucle. Oui, j'entends très bien ce que vous voulez dire. Je suis d'abord, je voudrais exprimer tout à fait en accord avec ce qu'a dit tout à l'heure le Rav Kremezi. Notre but sur Terre, c'est Torah Veirat Shemayim. Il n'y a aucun safek. Il n'y a aucun doute à cet égard. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est aussi faire la différence, comme je l'ai dit, entre études qui sont études profanes, qui sont marquées par l'idéologie, par une idéologie opposée à celle de la Torah. Alors cela, à ce niveau-là, il y a un danger. C'est ce danger, en fait, qui risque de nous éloigner, mais si c'est à titre de former un métier,
Nous ne pouvons pas dire en aucune façon que ce n'est pas nécessaire. Le problème, c'est d'arriver, comme vous l'avez dit, le problème, c'est d'arriver à un diplôme. Et le diplôme, si ça passe par l'université, ça pose un problème, c'est effectivement. Mais si on peut arriver à avoir un diplôme, c'est-à-dire être un bon comptable, ou par exemple, eh bien, on a aujourd'hui des possibilités sans passer par l'université. Le problème c'est pour ça qu'en définitive, moi, je vois cela plus comme un problème sociologique que idéologique. On On en revient là. a entendu. Comment? Mais justement, est-ce que finalement ce modèle de société, d'accord, il n'est pas, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça la Kedusha d'Eretz Israël, est-ce que le problème de société, il n'en revient pas finalement à un problème interne au monde Haredi, qui est de dire que, avant tout, ok, le cave, le kivun, c'est de mettre de côté la matière. Il y a de cela, et alors ajoutons un mot qui est extrêmement important, il y a la Kedusha d'Eretz Israël. La Kedusha d'Eretz Israël, oui, la sainteté d'Eretz Israël, absolument, c'est quelque chose de, malgré tout, qui n'est pas exportable. Vous qui êtes Rosh Yeshiva, Rav Kremezi, est-ce qu'il n'y a pas quand même, pour revenir toujours à cette idée-là, est-ce que quelque part, en noircissant, parce que c'est quand même, le monde yeshivatique, c'est quand même pas un monde qui promeut énormément les études profanes, peut-être un peu plus aux États-Unis, mais bon, malgré tout, à mon avis, le discours ambiant des mashgichim, ça ne doit pas être d'aller au plus haut dans les diplômes. Est-ce que finalement, ce discours ambiant de la yeshiva, il ne met pas en danger des bachurim, des élèves qui, quelque part, vont trouver ni leur place dans la yeshiva, ni leur place dans la société moderne, puisque finalement, ils seront condamnés à des petits métiers? Tout d'abord, je pense que je vais revenir à ma même problématique. À partir du moment où on n'a pas quelque chose qui nous pousse dans le dos d'être quelque part. Et je m'explique. En Israël, vous avez un véritable problème, ça s'appelle l'armée. Ça veut dire que tu n'as pas tellement le choix. Ou tu es à la yeshiva, ou tu vas à l'armée. Et l'armée, on sait ce que le Chazon-Ish a dit sur l'armée, on sait les dangers physiques, moraux, psychologiques, Kedusha Vetahara, qui rentrent dans ce concept-là. Donc déjà, prendre une décision de dire à un Bachour, tu sais, mon cher Bachour, ça fait 10 ans que tu es à la yeshiva, tu n'as pas tellement étudié, tu n'as pas tellement matzliar, va te trouver un métier, même si le Rav ne le dira pas, mais les parents ne pourront même pas avoir ce discours, parce que ça voudrait dire de prendre leur enfant et de l'envoyer dans un monde qu'il n'est même pas prêt, où il n'a même pas grandi et il ne le connaît pas. Et il va rentrer dans un monde où il va se faire avaler par manque de connaissances. Donc déjà, il y a une barrière première des parents, des rabbanim, qui va bloquer ce discours qui ne peut même pas y arriver. Dans un monde où... Là, ça devient vraiment sociologique, du coup. Dans un monde où un Bachour Yeshiva pourra être un Ben Torah sans devoir obligatoirement sortir de sa zone de confort de Torah et de pouvoir faire autre chose, obligatoirement et plus rapidement, il y a un tri qui se fait naturel. Ça veut dire que des parents, et je suis sûr que chaque parent veut le bien de ses enfants. Je ne connais pas un parent qui se lève le matin et qui dit « Je veux que mon fils soit triste ». Chacun de nous veut que son fils soit matzliach et réussisse dans l'aspect général de sa vie et qui va être arrivé au mariage, à avoir des enfants, à les élever avec du bonheur et leur donner ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est tous les parents du monde. Et si malheureusement un parent ne pense pas comme ça, j'ai beaucoup de peine pour lui et pour ses enfants. Il en reste, c'est que dans une société où on est capable de pouvoir vivre et de pouvoir avoir ça derrière la tête, que si mon enfant, il ne va pas être matzliach, j'ai déjà une deuxième solution pour lui, qu'il va être capable de pouvoir vivre encore société, mais cette société qui est créée, qui va pouvoir vivre dans sa zone de confort, alors le tri se fait naturellement et il y aura beaucoup moins de bachurim où les parents vont laisser dans un système où ils vont pas être matzliach et ils vont rester juste pour pouvoir rester et ils vont pouvoir faire autre chose. Et très souvent, j'en ai déjà vu dans ma carrière de Rosh Yeshiva depuis 25 ans, où des bachurim à l'âge de 17-18 ans,
n'avaient pas le goût à la Torah pour X, Y raison. Ils sont sortis du système où ils ont fait autre chose. Par la suite, ils vont revenir au système avec plus de maturité. Ils n'auront pas perdu de Torah, pas perdu de Tfila. Et le jour où ils vont décider de revenir, ils vont être capables de revenir avec leur tête, avec leur maturité et pouvoir grandir. Donc même si les rabbinim ne vont pas avoir ce discours, du fait qu'il en est possible, automatiquement, il est dans la tête des parents et des élèves et le tri se fera beaucoup plus naturellement que dans d'autres concepts où le tri est beaucoup plus difficile à faire et le choix véritable est pratiquement nul. Alors, je voudrais juste ajouter que l'idée de Kollel, en vérité, n'existe que depuis, ne faire qu'étudier pour les gens mariés. Ça n'existe que depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec le Rav Dessler qui a commencé le Kollel à Getzed. En fait, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, l'idée de Kollel. Et c'est quelque chose qui a en fait transformé la société en Israël. Pourquoi ça a transformé la société? Parce qu'elle a pu permettre de progresser dans l'étude. C'est pour ça que l'étude de la Torah qui se trouve actuellement en Eretz Israël est à un tel niveau, grâce, dans cette mesure, au Kollel. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des difficultés à ce niveau-là, des difficultés financières, etc. Mais en tous les cas, il faut savoir que le Kollel est une notion relativement nouvelle. C'est ça qu'il faut savoir, relativement nouvelle. Alors, pour vous finalement, parce que on arrive vers la fin de notre émission, et concrètement, vous, aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à des parents, d'accord, qui ont des enfants qui viennent les voir et qui leur disent voilà, je veux maintenant sortir de la yeshiva, je veux me diriger vers des études profanes, d'accord, je veux passer des diplômes, je veux gagner de l'argent, etc. Comment vous répondriez à un parent comme ça? Il faudrait voir que il faut réfléchir chaque cas, le coup d'après chaque problème, mais est-ce qu'il faut voir dans quelle mesure une question ainsi posée par l'enfant, ce n'est pas parce qu'il en a marre de l'étude de la Torah. Il faut voir si c'est uniquement à cause de cela, alors c'est dangereux que lorsqu'il fasse quelque chose d'autre. Mais parce qu'il n'aime pas la Torah, est-ce que c'est pour ça qu'il veut avoir? C'est pour avoir un métier, je ne pense pas qu'il y ait en soi d'interdiction, mais il faut que ça soit basé sur un amour de la Torah et sur un besoin d'étudier la Torah malgré tout, toujours. Alors du coup, il faudrait quoi? Il faudrait qu'il y ait un tampon de cache-route sur certaines études profanes? Comment ça fonctionnerait? Oui, mais justement, le problème, c'est que l'université a du mal à donner ce tampon aujourd'hui. Aujourd'hui, l'université a du mal à... Et je reconnais que la société actuellement en Israël est une société un peu bouchée à ce niveau, mais précisément à cause de ce danger. La société, d'une certaine façon, a une difficulté, mais c'est précisément grâce au Kollel, grâce au niveau élevé de Torah. Alors donc il y a ici un aspect négatif, difficile, au point de vue existentiel, mais qui est en fait essentiel du point de vue du devenir du peuple juif. D'accord. Rav Kremezi, le mot de la fin? Je pense que le Rav a bien dit, mais peut-être le reclarifier un petit peu. Ce qui est important à savoir, c'est quand un enfant fait un changement, il faut toujours savoir quelle est la raison derrière le changement. Est-ce qu'un enfant veut quitter la yeshiva parce qu'il en a marre de se lever à 7 heures du matin pour aller à la tfila? Est-ce qu'il en a marre de porter un costume noir et qu'il aimerait mettre un costume rouge? Alors s'il croit que parce que maintenant il va aller faire des études, il aura le droit de s'habiller comme il veut et de manger ce qu'il veut et où il veut, alors c'est pas la Torah qui dérange, c'est que nous avons un problème dans l'enfant qui fait un certain rejet. Et ça, c'est le danger parce que vous savez, il y a deux façons de se trouver à 75 km à l'heure. Il y en a un qui est monté de 50 à 75, il y en a un qui a freiné de 100 à 75. La différence, c'est que les deux se retrouvent seulement à un moment et une fraction de seconde à la même ligne. Tandis qu'au bout d'un moment, un va tomber et l'autre va grandir. Ce qu'il faut savoir en tant que parent, nos enfants ont plein de demandes. Et une parmi toutes, qui est sûrement la plus grande, c'est de la fainéantise. Nos enfants aiment bien faire rien.
c'est la maladie du monde aujourd'hui. Et moins on leur demande, et moins ils en font, et plus ils sont heureux. C'est une réalité, ça. Alors, quand nos enfants viennent nous dire « j'aime pas la yeshiva », s'assurer, est-ce que ça provient d'un peu de fainéantise? Est-ce que ça provient avec une intention de vouloir faire moins? Est-ce que ça provient d'une amitié qui est passagère? Ça provient d'une dépression? Ça provient de quelle est la raison? Mais si maintenant, un enfant, il veut, et il a véritablement dit, moi je suis prêt dans une yeshiva, tu veux faire du chol? Pas de problème. Dans une yeshiva, tu vas étudier, il y a Shachrit, Mincha, Ma'ariv, il y a des cours de Torah, il y a des cours de mathématiques, et je vais vous garantir qu'un minimal d'enfants feront ce véritable choix. Pourquoi? Parce que avoir un vrai monde de Torah et avoir encore une matière de chol qui sera chargée, il y en aura seulement certains au minima qui seront capables. À l'inverse, plus tard, on voit quand les enfants maturent, quand je reprends l'exemple à l'écoute, où des gens ont déjà la trentaine, ont déjà acquis beaucoup de connaissances en Torah, sont conscients de ce qu'ils veulent faire dans leur vie, et que là, ils prennent ce cours et qu'ils comprennent que c'est vraiment un moyen pour arriver à quelque chose et non un but, la tzlacha, elle est beaucoup plus grande. Par expérience, quand les enfants viennent me voir, je leur dis c'est une bonne question, si tu veux, on pourra en parler dans un an. Et travaille bien la yeshiva, et des bonnes notes, réussis ce que tu fais. Quand tu me prouveras que tu seras capable d'être le premier de ta classe avec le maximum de tes notes et que tu es capable de faire fonctionner ta tête, alors on pourra voir la prochaine étape. Et normalement, deux choses. Ou bien c'est qu'il n'arrive pas parce qu'il ne le veut pas, alors on a un véritable problème de fond. Et si par la suite il est matzliar, alors il est capable d'attendre encore quelques années, de maturer, et par la suite, s'il aura besoin, s'il ne peut pas être Shochet, ne peut pas être Sofer, ne peut pas être Moël, ne peut pas être Rav, ne peut pas être Dayan, ne peut pas être rabbin de communauté, alors peut-être qu'il aura un autre choix qui va lui arriver, et il pourra le faire avec les deux mots magiques, Kedusha et Tahara. Hazak Obaor, cher rabbin dans la cité, Merci à beaucoup. très bientôt, une très bonne soirée. Bah, ça Au revoir.